Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Enedis TV. Enedis qui vous a proposé dans le cadre des Assises européennes de la transition énergétique une émission de télévision. Nous allons regarder quelques-uns des meilleurs moments et des meilleurs échanges de cette émission consacrée aux communautés énergétiques ou à l'autoconsommation collective. Pierre Guelman, bonjour. Bonjour David. Vous êtes le directeur des affaires publiques d'Enedis. Alors Enedis qui est partenaire de longue date de ces Assises de la transition énergétique. Et cette émission, c'est l'occasion de vous impliquer et de parler de ce sujet de l'autoconsommation collective. Comme vous le savez, Enedis gère pour le compte des communes plus d'1 million de kilomètres de réseau qui se transforment, que nous transformons pour lui permettre d'accueillir ces nouveaux venus que sont les énergies renouvelables décentralisées. On produit pour soi, chez soi, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective individuelle, mais on produit aussi de plus en plus chez soi ou sur le patrimoine dont on a la responsabilité pour partager sa production avec les autres. Ça veut dire que l'impulsion politique, l'impulsion territoriale, la production, la distribution, l'organisation des relations entre les producteurs, les consommateurs, son comptage, le traitement des courbes de charge, etc. Tout ceci va nécessiter l'intervention d'un nombre d'acteurs de plus en plus important. Bien sûr, le législateur pour permettre le cadre juridique, et Célia de Lavergne, François-Michel Lambert témoignent, mais aussi les élus locaux. C'est un choix politique territorial que l'autoconsommation. Bien sûr, le gestionnaire de réseau pour organiser les relations entre producteurs-consommateurs, mais aussi les associations pour apporter, je dirais, la dimension citoyenne à ces projets. L'électricité n'est plus seulement un sujet lointain, invisible, d'experts, mais elle devient un des leviers de la transition énergétique sur les territoires. Et c'est l'ensemble de ces acteurs que nous avons voulu réunir aujourd'hui pour parler de ce qui se fait, pour dire comment cela se fait, et puis aussi peut-être pour parler des perspectives. Et également tracer le rôle du distributeur qui est Enedis dans cette transition et puis dans l'autoconsommation collective. C'est un rôle essentiel. L'autoconsommation collective doit permettre de répondre à un certain nombre de questions. Tout d'abord, comment est-ce que j'accède à une production locale d'électricité? Comment est-ce que je suis alimenté même en cas d'absence de production locale? Comment est-ce que je vais réinjecter la production locale sur le réseau au moment où je ne la consomme pas? Comment est-ce que la qualité de l'alimentation, elle est garantie. On est autoconsommateur et pour autant, on souhaite avoir une électricité d'une qualité exigeante. Comment est-ce qu'on sécurise, comment est-ce qu'on fiabilise les données d'injection, les données de soutirage, qui va permettre effectivement à chacun d'avoir une vision extrêmement précise, détaillée de ce qu'il a consommé, de ce qu'il a soutiré. Voilà un peu l'ensemble des questions auxquelles Enedis apporte des réponses techniques, professionnelles, avec l'ensemble des acteurs. Dans cette émission, nous avons reçu des élus, des parlementaires. Nous avons abordé plusieurs actions qui ont été menées sur le terrain, très concrètes. Nous avons également voulu tout comprendre, tout savoir sur l'autoconsommation collective. On a interrogé une association qui accompagne ce type de projet. Ce que je vous propose, pour commencer, pour l'instant, c'est pour tout comprendre sur l'autoconsommation, c'est d'aller voir l'exemple de deux villes très en pointe sur ce sujet. C'est en Normandie qu'une des premières opérations d'autoconsommation collective a vu le jour en France, dans la commune de Malonnet. Des tuiles solaires ont été installées sur la toiture de l'église, puis sur différents équipements et logements de la ville. L'électricité verte ainsi produite localement est partagée et alimente une vingtaine de bâtiments de la municipalité. Cette démarche a permis à la ville de Malonnet de réduire ses dépenses en énergie et d'accélérer sa transition énergétique, tout en facilitant l'intégration des énergies renouvelables. Consommer tout ou partie de l'énergie que l'on produit, en majorité par l'intermédiaire de panneaux solaires, est la base du principe d'autoconsommation. Si l'autoconsommation individuelle s'est rapidement développée, l'autoconsommation collective est désormais la nouvelle tendance forte de la transition énergétique. Cette dernière permet à un groupe de consommateurs et de producteurs
de s'associer autour d'un projet commun de production d'électricité renouvelable et locale, que ce soit dans un immeuble de logement, dans des bâtiments municipaux, un lotissement, voire un quartier. L'autoconsommation collective est synonyme de partage local de l'énergie. Chaque participant à l'opération est raccordé au réseau public de distribution sur lequel l'électricité produite et consommée est acheminée. Le réseau électrique assure un rôle central pour permettre de sécuriser et garantir la qualité de l'électricité produite, consommée et partagée par tous. Le compteur Linky installé comptabilise à la fois l'électricité produite et consommée par les participants engagés dans l'opération. Chaque participant est équipé d'un Linky. De son côté, Enedis relève les courbes de charge de consommation et de production des participants, calcule la part de production locale à affecter à chacun des consommateurs en fonction des modalités de répartition transmises par la personne morale organisatrice de l'opération, et publie ces données aux acteurs impliqués, notamment les fournisseurs, pour prise en compte dans la facture d'électricité des consommateurs. La commune de Saint-Joachim, située en Loire-Atlantique, a ainsi combiné ses installations photovoltaïques à une unité de stockage pilotée par un réseau intelligent. L'objectif de la commune est de consommer uniquement de l'électricité produite par ces centrales à l'horizon 2030 via le réseau d'autoconsommation collective et le stockage. Si l'autoconsommation collective a le vent en poupe, c'est parce qu'elle offre aux citoyens la possibilité de devenir acteurs de la transition énergétique. Par ailleurs, elle constitue pour les territoires un levier de lutte contre la précarité énergétique dont s'emparent de plus en plus les bailleurs sociaux au service du pouvoir d'achat de leurs locataires. Aujourd'hui, 2 Français sur 3 sont intéressés par l'idée de produire et autoconsommer leur propre énergie d'origine photovoltaïque, et parce qu'elle favorise la création de liens sociaux nouveaux en associant producteurs et consommateurs au sein d'une entité et d'un projet commun, l'autoconsommation collective ouvre la voie des premières communautés énergétiques. Première parlementaire invitée de cette émission, Célia Delavergne, députée du département de la Drôme. Elle nous a parlé d'un projet local qu'elle a porté et accompagné. C'est l'occasion justement d'illustrer l'importance et l'intervention du législateur sur ce type de projet. On conçoit un nouveau cadre en France par rapport à la situation notamment de la production et de la consommation localisée d'énergie. Il faut mettre en place des outils. Je m'y emploie depuis le début de mon mandat. Nous voyons bien la montée en puissance de l'autoconsommation individuelle. Celle de l'autoconsommation collective a permis récemment des avancées, notamment en milieu rural, grâce à un travail qui a été mené sur le terrain avec la commune de Saint-Julien-en-Quin et un projet ambitieux d'Acoprev, une association qui promeut la mobilité et l'utilisation de l'énergie de manière locale en travaillant sur l'hydrogène en milieu rural, mais aussi sur l'autoconsommation collective à l'échelle de plusieurs villages, ce qui n'était pas possible jusqu'à ce que nous obtenions du ministère une possibilité d'expérimenter cette autoconsommation dans un rayon de 10 km contre 1 km précédemment. Ces expérimentations, elles doivent permettre à la fois de regarder la faisabilité technique, mais également de questionner le modèle économique, en particulier en complémentarité avec Enedis, qui est partenaire de ce projet, de manière à mieux calculer la valeur assurantielle du réseau et donc la complémentarité entre des projets ambitieux localement, mais qui permettent de préserver notre colonne vertébrale nationale. La députée nous parlait de l'expérimentation dans sa circonscription. Comment elle s'investit, elle, et qu'est-ce qu'elle apporte en tant que députée? Alors, elle est à 3 niveaux. D'abord, chaque collectivité ou chaque citoyen ou chaque entreprise qui se rapproche de moi avec un projet à porter, je le porte et je le défends au niveau parisien, qu'il s'agisse de financement, mais parfois aussi d'adaptation du cadre réglementaire et législatif lorsqu'il s'agit d'expérimentation. C'est le cas sur le projet Acoprev que je viens de vous citer. Et c'est donc mon rôle aujourd'hui de faire en sorte que nos territoires soient irrigués par les financements des politiques publiques, mais également capables et en particulier une ruralité dynamique et conquérante qui est celle dans laquelle je vis, de porter des projets au niveau national pour tester des nouvelles solutions. Vous savez que l'innovation nous permet
parfois même de rupture, de régler des situations de crise ou de difficultés que nous avons. Et c'est en portant ces innovations et en facilitant le lien avec l'administration pour faire bouger les lignes. Il est naturel qu'une administration veuille appliquer un règlement ou une loi telle qu'on lui a proposé, et nous avons besoin parfois de pousser un peu les portes pour amener les administrations à accepter, de questionner les modèles existants et de tester des nouvelles solutions. Et c'est ce que nous faisons. Donc la députée est bien placée pour faire le lien entre le local, en particulier, comme je vous disais, en ruralité, où parfois on a le sentiment d'être éloigné du terrain, et le niveau central, puisque j'y vais chaque semaine, c'est pour moi d'ouvrir un certain nombre de portes. Voilà, merci pour ce témoignage à la députée Célia de Lavergne. On retrouve en plateau ici, autour de Lydie Sartour-Roumillac, Jérôme Capel. Vous êtes le directeur de l'innovation de Pas-de-Calais Habitat. Bonjour Jérôme Capel et merci d'être venu avec nous sur ce plateau. Bonjour à tous. Et puis bonjour également à Alexandra Lafont qui est avec nous en duplex. Bonjour Alexandra, vous êtes en charge d'une association qui s'appelle, vous êtes avec nous, ça y est, Énergie Partagée. On va encore davantage explorer notre sujet du jour sur l'autoconsommation, sur les communautés énergétiques. On va expliquer comment chaque acteur local peut jouer un rôle, peut influer, et puis comment on fait coopérer plusieurs partenaires pour la réussite d'un projet d'autoconsommation. Avant ça, une présentation s'il vous plaît, Alexandra Lafont de l'association. Qu'est-ce qu'on fait chez Énergie Partagée ? Bonjour, merci de nous accueillir. Donc effectivement, Énergie Partagée est un réseau qui promeut, qui accompagne et qui finance des projets d'énergie renouvelable qui sont portés par les citoyens et les collectivités. Donc des citoyens, des collectivités, des développeurs privés qui travaillent ensemble pour monter et financer un projet énergétique. Notre objectif à Énergie Partagée, c'est vraiment la réappropriation de l'énergie par les acteurs locaux pour une transition énergétique pilotée localement par les acteurs du territoire et au service du territoire. Donc l'association propose de l'accompagnement aux porteurs de projets sur le terrain, également une capitalisation des outils et un partage d'expériences qui va être animé entre les près de 220 projets de notre réseau, dont 112 projets sont en exploitation aujourd'hui. Et un petit point de sémantique, effectivement, nos projets sont préfigurateurs des communautés énergétiques que Lydie a pu un peu définir. Donc cette notion a été introduite par les directives européennes, et donc je précise que les projets que nous accompagnons ne sont pas uniquement des projets d'autoconsommation, mais des projets de production d'énergie renouvelable, toute filière mature confondue, donc photovoltaïque, éolien, également projets de biogaz, de réseaux de chaleur collectif, de chaleur bois par exemple. Donc ça ne se limite pas du tout ni à l'électricité ni à l'autoconsommation, et ça c'est vraiment quelque chose qui est partagé déjà depuis 2015, depuis la loi de transition énergétique, qui a permis aux collectivités d'être investisseuses dans les projets locaux de production d'énergie. Les citoyens se sont emparés aussi des possibilités de faire ces projets sur leur territoire. Donc les acteurs locaux sont déjà acteurs de la transition énergétique sans être forcément dans une démarche hyper innovante, je dirais, d'autoconsommation. Et en même temps, il y a des choses très innovantes qui se font sans être innovants techniquement. Typiquement, je pense à un projet d'une coopérative citoyenne qui s'appelle CATENR en Catalogne, en Occitanie, et qui donne une partie des kilowattheures qu'elle produit par ses parcs éoliens et ses centrales solaires pour aider des ménages en précarité énergétique. Donc ça peut aussi être ça, le partage de l'énergie grâce aux projets citoyens. Merci Alexandra pour cette présentation. Lydie Sartour-Roumillac, il y a un échange depuis quelques temps avec Énergie Partagée dans le but d'une convention. Tout à fait. Alors, avec Énergie Partagée, nous collaborons et nous travaillons là depuis une bonne année sur justement ce partage local d'énergie, sur les communautés énergétiques et sur le rôle du réseau de distribution dans ce cadre-là. Et je peux vous dire que nous allons signer prochainement une convention de partenariat au niveau national qui pourrait être déclinée localement en fonction des spécificités locales. Alors, pourquoi une telle convention? Pourquoi renforcer nos relations? Tout d'abord, pour mieux se comprendre, pour mieux répondre aux attentes des membres d'Énergie Partagée, comme le disait très bien Alexandra,
pour faire comprendre aussi quels sont les enjeux du réseau dans cette nouvelle dynamique, dans ce nouveau paradigme de partage d'énergie et d'insertion des ENR de manière beaucoup plus massive. On le sait qu'aujourd'hui, 90% des ENR sont raccordés au réseau de distribution. Donc, il y a vraiment une nécessité de pédagogie, de formation, de professionnalisation et d'échange entre nous pour faire comprendre les enjeux techniques, mais aussi les enjeux contractuels. Il y a tout un tas de sujets là-dessus. Faire connaître aussi nos outils d'aide à la décision et de les co-construire ensemble, par exemple des cartographies d'opportunités de réseau pour permettre à ces projets citoyens de mieux s'insérer dans le réseau. Également faciliter l'accès aux données, parce que grâce au compteur Linky, nous avons énormément de données qui facilitent ces opérations. Donc des données de consommation et de production pour permettre à tous les membres de ces communautés de pouvoir suivre leur consommation. Donc, comme on le voit, nous accompagnons cette émergence, que ce soit des projets d'autoconsommation collective, d'insertion des ENR dans le réseau, de projets qui soient de collectivités locales, de collectivités territoriales, d'individus, de particuliers, mais aussi de collectifs citoyens. Et donc, nous accompagnons cette grande dynamique en tant que service public. Nous devons de répondre à cette dynamique. Voilà, et l'échange est en cours et va se concrétiser par cette convention. Exactement. Alexandra, je reviens vers vous pour connaître les outils qui vous permettent d'atteindre ces objectifs. C'est quoi vos leviers d'action chez Énergie Partagée ? Alors, Énergie Partagée, c'est une boîte à outils pour les porteurs de projets citoyens et publics. Alors, d'une part, nous accompagnons les porteurs de projets via des réseaux régionaux d'accompagnement. Donc, nous avons une trentaine d'animateurs présents sur le terrain pour apporter des ressources, vraiment de l'idée du projet jusqu'à sa mise en service et même au-delà pour faire vivre le projet sur le territoire. D'autre part, nous proposons des espaces d'échange avec le réseau national des 200 projets accompagnés, des ateliers thématiques pour partager des expériences sur des sujets précis, également des formations pour les porteurs de projets citoyens et les collectivités intéressées par cette démarche et qui souhaiteraient initier ce type de démarche sur leur territoire. Et enfin, nous avons une coopérative qui propose de financer les projets d'envergure via de la prise de participation financière de manière à sécuriser une maîtrise de la gouvernance par les acteurs locaux et citoyens. Donc AG Investissement, c'est un outil d'investissement citoyen, près de 23 millions d'euros collectés auprès de 6300 actionnaires citoyens et près de 70 projets financés aujourd'hui, là où il y avait un manque d'épargne locale pour monter un projet et le maîtriser localement. Et il y a encore d'autres outils pour financer le développement des projets dans leur phase à risque, des outils numériques pour piloter la communauté des acteurs du projet, des guides pour savoir mieux coopérer entre citoyens, acteurs publics et acteurs privés. Et puis voilà, je vous invite à découvrir tous ces outils sur le site d'Énergie Partagée. Notamment, nous vous proposerons en avril un cycle de webinaires à destination des collectivités qui souhaiteraient découvrir l'énergie citoyenne. Est-ce qu'on sait mesurer les retombées économiques? J'ai eu une question tout à l'heure d'Anne-Laure qui me demandait le retour sur investissement, par exemple, d'un projet d'autoconsommation collective. Plus généralement, vous avez étudié, vous, les retombées économiques de ces projets? Tout à fait. En 2019, nous avons mené une étude assez sérieuse avec l'ADEME qui montre que les projets citoyens, donc les projets maîtrisés par les collectivités et les habitants, rapportent 2 à 3 fois plus sur le territoire. Ça veut dire qu'1 euro investi apporte près de 2,5 euros sur le territoire, tout simplement parce que les projets locaux citoyens favorisent le plus possible l'emploi de matériel, l'emploi de prestataires locaux dans une démarche écologique tout d'abord, mais aussi de contribution à l'économie locale. On parlait de résilience tout à l'heure. Voilà, ce terme prend d'autant plus son sens avec la crise sanitaire que nous connaissons, la crise économique que nous connaissons. Donc voilà, il y a cette partie contribution à l'économie locale et d'ailleurs les investisseurs du projet étant des habitants
du territoire, ils vont pouvoir réinvestir localement les dividendes qui leur seront versés et cela profite évidemment à l'économie locale. Et enfin, les revenus du projet qui n'ont pas été distribués en tant que dividendes aux actionnaires sont souvent réinvestis localement dans d'autres projets et parfois même dans la création d'emplois. Par exemple, pour de la pédagogie aux économies d'énergie. Un exemple très concret, le parc éolien citoyen de Bégane, en Bretagne, a permis de créer un demi-ETP en conseil en économie d'énergie dans une localité rurale où il n'y avait pas d'espace info-énergie. Donc vous voyez, les bénéfices économiques et sociaux de ces projets citoyens sont assez nombreux. On va les illustrer maintenant. Merci beaucoup Alexandra Lafont. Et on va illustrer ça très concrètement avec vous, Jérôme Capel. Pas-de-Calais Habitat, vous en êtes le directeur de l'innovation. Ça représente quel parc de logements, Pas-de-Calais Habitat, pour donner un ordre de grandeur? Alors Pas-de-Calais Habitat est présent sur l'ensemble du Pas-de-Calais. On représente 40 000 logements sociaux, dont 2 tiers de collectifs et 1 tiers d'individuels. Et depuis maintenant 2010, on s'intéresse à la question énergétique, à la précarité énergétique des locataires de notre parc. Et on fait en sorte que l'énergie renouvelable puisse atteindre nos locataires, notamment collectifs. On va s'arrêter sur une des expérimentations qui est en cours. C'est une opération d'autoconsommation collective sur 16 points de production. On est en photovoltaïque sur un parc HLM qui est à Saint-Martin-de-Boulogne. C'est installé comment? C'est installé où? C'était sur de la construction, de la rénovation? Alors, le prototype et puis notre opération témoin sur Saint-Martin s'est installé sur des bâtiments collectifs de 5-6 niveaux, très simplement sur la terrasse, la terrasse plate, raccordée au compteur Linky avec le petit régulateur qui va bien. Et c'est tout en termes d'investissement. Il s'inscrit pas dans une démarche de réhabilitation, dans une démarche de travaux, mais simplement dans une démarche de l'habitat contributif qui correspond chez nous à la capacité de mettre en œuvre et de mobiliser les habitants autour de cette thématique-là qui est aujourd'hui la consommation énergétique et l'impact de l'énergie renouvelable. Il fallait être sur un terrain entre guillemets neutre, pas de rénovation ou de construction, pour pouvoir vraiment observer l'impact social de cette expérimentation. Oui, ça nous a permis, en dehors d'un effet de travaux qui a une tendance à mobiliser, de voir que dans cette opération-là, 100% des locataires ont répondu présent quand il a fallu travailler avec eux sur ce qu'est l'énergie renouvelable, ce qu'est la consommation énergétique, ce qu'est le spectre de consommation solaire dans la journée. Et on a créé des binômes entre nos équipes de proximité et nos locataires pour faire en sorte d'expliquer, de mettre en place. D'où ce résultat de 100% de personnes qui ont adhéré, parce que on a mis une année de travail pédagogique avec les locataires pour installer, présenter, préparer l'arrivée de l'autoconsommation collective. Vous êtes sur une centaine de locataires, hein, c'est ça? Oui, on est sur 100 locataires, donc on est passé globalement de 40 à 50% de personnes hyper positives du départ. Et après le travail pédagogique, après le travail d'enrôlement, après le travail qui était lié à l'explication, à la mise en place, à la création d'ambassadeurs, au moment de la création de la communauté d'énergie, la PMO pour un bailleur, on est passé à 100% d'adhérents. Il n'y avait pas meilleur ambassadeur que le locataire pour aller voir les autres et échanger, partager? Le principe, c'est qu'un locataire, quand ils sont entre eux, ils parlent entre pairs, ils parlent entre de bonnes connaissances. Il n'y a pas l'appréhension qu'il peut y avoir entre un bailleur, entre une maîtrise d'œuvre qui vient présenter un projet qui, pour leur partie, est un peu complexe. On était réellement sur des choses très concrètes. Qu'est-ce qu'on consomme à partir de 8 heures du matin jusqu'à 17 heures? Comment on peut changer ses habitudes? Est-ce que c'est intéressant de consommer quand il y a du soleil? Et ça, il n'y a pas meilleur ambassadeur que le locataire qui vit au quotidien son énergie dans son logement. Lydie Sartouromia, il faut impliquer évidemment les locataires. On l'a entendu là, on a entendu avec les habitants de Malonnet, même si c'est un projet de la collectivité, ils sont impliqués. C'est nécessaire. Et comment on emmène chacun dans ce projet? Alors, dans ces projets. En effet, chaque locataire est embarqué, mais il faut quand même une entité fédératrice. C'est ce qu'on appelle la PMO, la personne morale organisatrice, qui permet de structurer le projet et de pouvoir aussi dialoguer avec les différents participants à l'opération, et qui surtout va être la personne qui va pouvoir distribuer les flux d'énergie, la répartition des flux d'énergie entre ceux qui produisent et ceux qui consomment, sur la base des données effectivement de comptage, de compteur Linky, et ce qui permet d'embarquer ensuite tout le monde dans l'opération.
Je vous invite à poser des questions, à réagir par rapport à ce qu'a dit Alexandra Lafont pour mieux connaître l'énergie partagée et puis également sur l'expérimentation qui est en cours à Pas-de-Calais, à Habitat. On continue à expliquer comment on arrive à fédérer les locataires pour vous et comment on arrive à recréer du lien social finalement avec cette expérimentation. Alors, comme vous le disiez, il y a besoin globalement d'une personne morale organisatrice pour démarrer, pour expliquer, pour mettre en œuvre. Effectivement, quand on démarre cette mobilisation, on est sur une centaine de locataires, sur 5-6 locataires hyper motivés, curieux, motivés, présents lors des tables rondes. L'enjeu est de mettre de côté le côté un peu technique, consommation, données, enfin tout ce qui va être un peu compliqué. Et on est revenu à faire des maquettes solaires, des petits ateliers mis en place. D'abord démystifiés, d'abord portés par des experts, ouais. Ensuite portés par nos gardiens, c'est-à-dire nos ambassadeurs globalement du logement social au sein même du quartier. Et après, ce sont les locataires qui eux-mêmes ont fait du porte-à-porte, ont été expliqués, on a fait des ateliers. Et tout ça a créé une dynamique sociale qui va aujourd'hui, dans l'économie sociale, circulaire, contributive, locale, bien au-delà de l'énergie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, 3 ans après le démarrage de ce projet-là, on ne parle plus d'énergie solaire globalement, parce que tout le monde adhère, tout le monde a eu un petit peu les résultats et a vu son pouvoir d'achat augmenter grâce à l'autoconsommation collective. Et là, on est dans du service à la personne, du portage de pain, du portage d'eau. La période de confinement nous a montré que le groupe qui est né, le groupe autour de cette PMO-là, et maintenant qui a constitué une association, perdure, continue à donner des services. Et là, on enchaîne d'autres points liés à la consommation plus générale, la mobilité douce. Et qu'est-ce qu'on fait de ce surplus-là ? Et les questions qu'on va tout doucement embrayer après cette période globalement de confinement qui est un peu, on a un peu du mal à re-rentrer en contact avec les locataires, mais la période d'après va nous permettre d'embrayer l'ensemble des autres sujets liés à la consommation en général, l'énergie certes, mais l'ensemble des autres points de consommation liés aux locataires. On peut aller jusqu'à la création d'activités pour vous avec cette chaîne vertueuse ? Alors, oui, parce que c'était une des finalités de cet ensemble-là, de travailler dans quelque chose qui est sans travaux, sans pression particulière liée à une activité une activité du bailleur dans le bâtiment. Et là, aujourd'hui, l'habitat contributif qui est issu d'un programme européen, une crise transmanche, qu'on a travaillé avec nos collègues anglais, nous ont permis de dire finalement le locataire a une partie d'activité qu'il va pouvoir réaliser, le fait d'aller chercher d'autres locataires, le fait d'expliquer, le fait de mettre en œuvre. On a une reconnaissance individuelle dans la collectivité, dans la PMO, il y a une valorisation de l'individu dans le collectif. Et là, on a bien ce rapport entre l'individu et le collectif, l'individu, qui fait en sorte que là, ce groupe-là est solidaire. Maintenant, ils sont une vingtaine de personnes à travailler en permanence. Ils sont répartis un peu les tâches. Et c'est une des premières marches d'un parcours d'insertion. Que là, on a maintenant dans cette traçabilité, on connaît les personnes dans leur capacité à présenter, dans leur capacité à rentrer dans l'activité, à rentrer aussi dans quelque chose qui est quasiment avec une gouvernance de responsabilité. Quand on s'engage à porter du pain, quand on s'engage à porter de l'eau, quand on s'engage à aller faire un certain nombre de bilans, le respect est là. Et puis on a ce parcours-là qui... Là, on est en train de le connecter à l'ensemble de l'insertion, de l'emploi et de l'activité. Vous parliez de l'activité liée au développement des énergies renouvelables, mais nous, en tant que bailleurs, on parle de l'activité liée au développement du parcours résidentiel de nos locataires. Et il y a cette approche à peu près similaire de cette ressource locale qu'il faut utiliser au mieux dans nos structures, dans nos résidences et dans nos logements. Vous vous projetez jusqu'à l'ensemble du parc, jusqu'aux 40 et quelques mille logements que vous gérez ? Oui, alors ce prototype-là nous a permis, de valider les flux d'informations, ouais. de trier ce qui est nécessaire, ce qui est utile et ce qui est de l'ordre de l'expertise, de voir aussi, comme vous le citiez tout à l'heure, un peu la complexité qu'il va falloir un peu améliorer sur un certain nombre de points. Mais néanmoins, étant donné le résultat positif qu'on a à la fois sur le climat social, sur l'autre posture que nos équipes de proximité ont par rapport aux locataires, on a une ambition à l'échelle des 40 000 logements aujourd'hui, dans le cadre d'un deuxième programme européen lié au développement durable, de poser 7 000 m² de panneaux solaires.
d'aller chercher 10% de notre parc, c'est-à-dire 4000 logements, et de passer d'un prototype où on a regardé l'ensemble des points bloquants pour les améliorer. Maintenant, on a quasiment des solutions à tout. Il faut encore un peu peaufiner. Et là, d'ici 2023, on aura équipé à travers ce programme européen Lexi quasiment 4000 locataires en autoconsommation collective. Merci pour ces explications, Jérôme Capelle, sur ce projet. Lydie, est-ce que Enedis a envie d'aller accompagner plein de Pas-de-Calais Habitat sur le territoire ? Bien sûr qu'on a envie, et plus qu'envie, on fait déjà. Hein. Donc, en effet, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, ces descriptions que vous faites, Jérôme Capelle, de manière très précise. C'est-à-dire que la communauté énergétique fait émerger une communauté citoyenne en tant que telle. Donc, on va beaucoup plus loin que l'énergie et on fédère de manière très globale avec un cercle vertueux, social, sociétal. Et ça, c'est vraiment l'avenir. Donc nous, ce qu'on observe, c'est qu'on accompagne beaucoup de bailleurs sociaux dans le cadre d'opérations d'autoconsommation collective. Ça fait partie des grandes opérations d'autoconsommation collective dans différentes régions du territoire, donc Nord-Pas-de-Calais, mais aussi dans d'autres régions. Nous en avons aussi en projet parce que effectivement, il y a cet aspect pédagogique, vous l'avez vraiment très bien illustré. Il y a cette prise de conscience aussi de la maîtrise de la demande de l'énergie, de la sobriété énergétique. Quand est-ce que je dois consommer par rapport aux heures solaires, etc. Donc modifier les habitudes de consommation pour être plus sobre. C'est un moyen de lutter contre la précarité énergétique. Donc vraiment beaucoup d'avantages à ces opérations locales, maillées de manière territoriale. Un autre point également, c'est que ça permet de valoriser le patrimoine des bailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'on rentre dans des opérations, pour certaines, où on est dans de la rénovation énergétique et que ces opérations permettent du coup d'apporter une valeur verte aux bailleurs et aux bâtiments. Et d'ailleurs, nous avons signé une convention nationale en fin d'année dernière avec Greenflex qui déploie une démarche qui s'appelle Energy Sprong, qui vient du Danemark. Et la particularité de cette démarche qui commence à décoller fort en France, c'est justement de créer des bâtiments à énergie positive. Tout ce qui est produit et consommé finit par une équation équilibrée, et l'objectif étant de rénover selon cette démarche, avec justement l'installation des panneaux photovoltaïques, de la pédagogie des citoyens et des habitants. Et en effet, nous sommes dans une vraie dynamique de développement de ce type d'opération. Et tout ça est permis par tout ce qu'on a pu développer, l'installation des 30 millions de compteurs Linky maintenant qui existent, et toutes ces données qui permettent de faire le bilan de la production, de la consommation, suivre les courbes de charge, voir ce qui se passe avant-après aussi une opération de rénovation énergétique, et ce qui permet aussi de voir les avantages de ce type d'opération. Merci Lydie pour toutes ces explications. Je propose qu'on passe à l'échange questions-réponses. Vincent nous demande quels sont les points bloquants évoqués par Pas-de-Calais Habitat. Tout à l'heure, vous avez parlé de points bloquants, Jérôme Capelle. Alors, les points bloquants sont plus bloquants maintenant. C'est-à-dire que ce qu'il faut quand même remettre dans un contexte, c'est qu'on a démarré cette opération d'autoconsommation collective en 2016. Là où on commençait à peine à déployer dans la région le Linky. L'équipe d'innovation là qui travaille avec nous, on a vu qu'on avait, comme vous l'expliquez, on a la data, on a l'équipe de proximité, on a des bâtiments qui doivent à terme devenir producteurs d'énergie. Donc il y a une anticipation à réaliser sur la réglementation 2020 à faire. Donc tous les points bloquants, on les a levés en partenariat avec Enedis, en partenariat aussi avec nos partenaires juridiques globalement, pour faire en sorte d'avancer et d'être prêt en 2018 et de pouvoir aujourd'hui en 2020 dire qu'on a 2 ans de recul sur la mise en place. Aujourd'hui, les points améliorés sont toute la relation avec le responsable d'équilibre, toute la relation de mise en place d'un certain nombre d'indicateurs simplifiés pour éviter d'avoir des gestions de données trop importantes par rapport à un certain nombre d'opérations. Nous, on a réglé un petit problème
qui est le fait de contrôler si les installations sont toujours actives, plutôt que d'attendre le résultat en se disant bah merde, le compteur est tombé et puis c'est dommage, on l'a pas vu. C'est que c'est le locataire qui contrôle. C'est-à-dire que globalement, s'il n'y a pas de lumière, alors qu'il y a du soleil, c'est que globalement l'installation fonctionne. Et donc il joue un rôle de capteur. Et ce rôle de capteur, c'est qu'au quotidien, si lui ne joue pas son rôle de capteur, il n'a pas l'économie sur sa facture. Parce que l'économie sur sa facture étant directe et ne passant pas par le bailleur, moins on investit dans des objets connectés pour vérifier un certain nombre de choses, au plus le résultat pour le locataire est important. Et là, ça le responsabilise. Et là, on passe dans une démarche encore sociale et technique un peu mise en place. Lydie, une question sur le statut de la PMO, de la personnalité morale organisatrice. Le statut est-il fixé par le cadre juridique et le statut associatif est-il possible? Question de Kevin. Alors, en effet, tout ça est fixé par la réglementation. Donc, c'est une entité légale, juridique, qui permet de bien cadrer les choses, parce que c'est elle qui est responsable vis-à-vis des producteurs et vis-à-vis des consommateurs de la répartition des flux. Donc elle a une vraie responsabilité juridique. Après, la déclinaison de la forme juridique en tant que telle de la PMO, en effet, il y a plusieurs options et ça, faut le voir avec des conseils juridiques, en effet. Autre question, comment est envisagée la tarification d'Enedis pour l'utilisation du réseau de distribution au sein de la communauté d'énergie? Une question de Gauthier. Alors, il faut savoir que, en effet, le réseau de distribution est clé dans ces opérations. C'est ce qui permet, en effet, comme le disait Céla de Laverne, c'est un peu la valeur assurantielle. C'est-à-dire que, quelque part, tous les électrons passent par le réseau de distribution et ils permettent le flux de ces électrons entre la consommation, la production et permettent la répartition ensuite de manière virtuelle avec les données, de dire voilà, tel panneau a alimenté tel consommateur et ensuite pouvoir quantifier les kilowattheures qui ont été consommés pour les déduire de la facture du consommateur. La question de Mathieu, dans les opérations d'autoconsommation collective où les citoyens équipés de Linky sont partie prenante, comment ont-ils été recrutés et à quoi s'engagent-ils pour participer à l'opération? Alors, comment est-il recruté? Moi, je pense que c'est surtout sur la base du volontariat, de la motivation et aussi de cette sensibilité à la transition écologique, la transition énergétique. Et il y a vraiment un effet pédagogique et effet boule de neige. Je pense que c'est véritablement ce qu'on observe. C'est-à-dire que ceux qui ont vraiment commencé à comprendre, parce que c'est quand même très itératif, c'est un petit peu complexe au départ. Il faut rentrer dans la dynamique et une fois que celui qui a compris peut essaimer et expliquer à d'autres. Donc il y a vraiment cette notion de communauté, de partage aussi, de comment ça fonctionne et d'aller chercher d'autres participants pour en faire partie. Je vais me tourner vers le député François-Michel Lambert pour la question suivante qui est avec nous en duplex ce matin. La question de Christophe, pourquoi ne pas considérer le territoire national métropolitain comme le meilleur exemple d'une autoconsommation collective ou d'une communauté énergétique citoyenne? Alors, je crois que ce que Christophe veut dire, c'est qu'on devrait tous partager entre nous. Je pense que la France, comme disait le général de Gaulle, lui il disait 250 fromages, aujourd'hui il y en a plus de 1000, c'est une France de diversité de territoires, de diversité de sujets, de besoins et surtout de diversité culturelle. Je suis député de Provence, en Gascogne, dans le Gers, en Bretagne, en Alsace, dans la Drôme de ma collègue Célia, ou en Normandie, comme on a vu le reportage tout à l'heure. C'est pas les mêmes hommes et femmes, donc je crois que cette notion d'autoconsommation, on l'a bien vu, et je vais vous dire que depuis tout à l'heure je me régale, on l'a bien vu que ce n'est pas qu'une question technique, je dirais même que ce n'est pas qu'une question financière, même si j'ai noté des baisses notables de coûts énergétiques, c'est une question de lien social. À un moment donné, on rassemble les personnes autour d'un projet et si c'était la communauté était le lien national, celui qui produit en Normandie, je verrais pas trop ma relation moi dans le sud.
je crois qu'il faut garder aussi cette dimension territoriale. Si tant bien que j'ai compris la question de Christophe. Ouais, par contre, ce que je voulais dire, parce que je me suis noté plein de choses. Alors pardon de le prendre dans tous les sens. Très heureux de voir Énergie Partagée, dans lequel j'ai quelques actions, mais si peu par rapport à ce que d'autres mettent. On voit les très bons résultats. 1 euro investi, 2,5 à 3 euros réinvestis dans le territoire. Donc c'est peut-être aussi un contrepoint à la question de Christophe. Hein. C'est vraiment des éléments territoriaux que nous avons à mettre en œuvre. Puis tous les problèmes réglementaires et administratifs. Alors là, on est en pleine loi climat. Juste dès que j'ai raccroché, je continue à produire des amendements, à récupérer des amendements pour la loi climat qui sera étudiée la semaine prochaine en commission. Et le 29 mars dans l'hémicycle, c'est l'occasion de libérer. D'ailleurs, je verrai avec le maire de Maloney cette question de budget annexe. On peut faire comme dans d'autres points, mettre des plafonds ou des planchers, chacun choisira le terme qu'il veut, à partir duquel un budget annexe est nécessaire. Il est vrai qu'à 4 000 euros de rendement financier, créer un budget annexe est complètement anachronique. Donc peut-être que ça peut être un travail du député, que nous ne serons pas très nombreux à comprendre le pourquoi du comment, mais qui débloquera des situations, notamment pour les élus dans les territoires. Donc il y a tous ces éléments autour du climat qui sont à mettre en œuvre. Donc d'une réponse à Christophe, j'ai un peu plus élargi. Je voudrais, puisque je profite quand même d'avoir l'écran, dire une chose. L'Institut national de l'économie circulaire, c'est 200 entreprises, collectivités, associations, des écoles de commerce, de management, des écoles techniques, pour essayer de poser dans le débat public la trajectoire vers une société qui est plus tournée vers la ressource. C'est-à-dire vraiment que l'on ait une vision sur la question de la ressource. En l'occurrence, on le voit très bien à travers l'exemple, toutes ces personnes ont une approche d'économie circulaire autour d'une ressource qui s'appelle l'électron, cette matière qui est difficile à produire hein, avec des panneaux solaires, c'est pas si simple que ça, qui est très difficile à contenir. Hein, stocker des électrons, c'est une sinécure parfois, hein, et qui donc nécessite beaucoup plus de coopératives. Donc on est vraiment dans une démarche d'économie circulaire, et l'économie circulaire, elle est éminemment territoriale. Elle se fait avec les ressources disponibles. Là, on voit bien à Maloney, par exemple, c'est le toit de l'église, c'est cette autoconsommation à 1 km, à 10 km. Bon, il y a des questions de cet ordre à préciser, mais ça ne peut pas être beaucoup plus au-delà par rapport aux projets qui sont à mettre en œuvre. C'est une question de mobilisation de différentes parties prenantes, des gens qui finalement ne se rencontraient pas, vont se rencontrer et vont travailler ensemble, vont partager, et on l'a bien vu dans le Pas-de-Calais sur la stratégie mise en œuvre, que c'est aussi une stratégie très sociale, très inclusive. Donc l'économie circulaire qui est aussi la question des déchets, hein, on va le dire, mais surtout ne peut pas être limitée aux déchets. L'économie circulaire, c'est la question qui est tournée vers les ressources, et dans cette approche d'autoconsommation, et notamment d'autoconsommation collective, c'est une approche d'économie circulaire dont la ressource à préserver, dont la ressource à utiliser au mieux, en arbitrage d'usage entre mon voisin et moi-même, de l'électron disponible à l'instant, eh bien, elle est territoriale, elle est liée à un travail coopératif. Donc, moi, je me satisfais beaucoup de ça. J'ai une inquiétude, et on va en débattre un tout petit peu. Comment on libère, comment on crée une réglementation plus accessible, plus facile pour la mise en œuvre, comment on permet d'aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on voit que, notamment grâce à Enedis, au compteur Linky, au traitement des data, des données, à la connaissance des flux, on peut imaginer des choses très fines, de la dentelle dans les montages, mais le plus contraignant finalement, c'est plus la technologie, c'est plus la maîtrise des données, je dirais c'est même plus les hommes mobilisés sur le territoire, c'est cette administration qui
à un temps donné, nous a permis d'avoir une autonomie énergétique par la puissance du nucléaire, par la puissance de la centralisation de production, mais qui n'est plus adaptée quand je dis administration, c'est la réglementation, c'est tout l'administratif, plus le système que les hommes. Attention, je suis très clair là-dessus. Eh bien que ce système centralisé, ce système issu des années 60 à 90 doit complètement évoluer. C'est le rôle des parlementaires que nous sommes. Et donc il y a encore des échanges à mettre en œuvre. Merci François-Michel Lambert pour la réponse à cette question. On va refermer cette session de questions-réponses. Je vais remercier Alexandra Lafond d'Énergie Partagée. Merci Jérôme Capel de Pas-de-Calais Habitat d'avoir été également avec nous sur le plateau. Et on arrive à la conclusion de cette émission. Et on retrouve Pierre Gallemand qui est avec nous en studio, directeur des affaires publiques d'Enedis pour la conclusion. Vous aviez noté une déclaration, une tribune du député Lambert. Oui, je lis François-Michel Lambert. C'était il y a quelques mois, qui était une tribune qui était consacrée au gaspillage énergétique colossal, pour reprendre son expression. Et la question que je me posais, je vais faire le journaliste David, et que peut-être je pourrais lui poser, c'est finalement, est-ce que tout ce dont on parle depuis un moment, c'est-à-dire cette nouvelle relation entre des producteurs et des consommateurs, elle est de nature à modifier les comportements, peut-être moins ou plus économe en électricité, en énergie? C'est la question sur laquelle j'aurais aimé avoir son regard, éventuellement, s'il nous reste un peu de temps. Pour cette question et rappeler cette tribune. Effectivement, on a une chance d'être dans une société de l'abondance, notamment de l'énergie, d'avoir vécu ça. 50 ans passés, je sais ce que c'est que de disposer d'une électricité, notamment à grand volume. Mais au-delà, c'est toutes les énergies qui sont perdues dans l'urbain. C'était le sens de cette tribune, des travaux de l'Institut national de l'économie circulaire. Il y a énormément d'énergie qui sont perdues notamment dans des espaces urbains et sur lesquels, parce qu'on est en silo, parce que chacun est dans son domaine et ne sait pas ce que fait le voisin, eh bien, relargue une énergie, des calories, des électrons. Les électrons, on les relargue pas vraiment, on les transforme en énergie, mais relargue ceci pour chauffer les petits oiseaux, alors que son voisin en aurait peut-être besoin. Et donc, on voit bien que le collaboratif, que de nouvelles approches, donc là, en l'occurrence, on parle d'autoconsommation ce matin, mais l'autoconsommation, elle passe par un dialogue, elle passe d'abord par la rencontre des femmes et des hommes d'un espace précis. Alors, ça peut être 100 mètres, comme ça peut être 10 kilomètres, mais c'est quand même un espace très territorial. Ça a été rappelé, la question de la résilience. Donc, on a à bâtir un nouveau monde. Alors, j'avais aussi fait un communiqué de presse en 2016 lorsqu'on a commencé à travailler sur l'autoconsommation à l'Assemblée nationale. C'était décembre 2016, donc ça fait 4 ans. Est-ce qu'on va assez vite, pas assez vite? Moi, je suis toujours un petit peu pressé quand on voit le chemin dans lequel il faut s'engager. Pourquoi on ne s'y engage pas? En tout cas, pourquoi on ne libère pas le passage pour ceux qui veulent s'y engager? Puissent s'y engager, et ça c'est le sens du parlementaire que je suis. Comment dégager les problèmes administratifs, comment mobiliser plus, et je pense à la commande publique, un des travaux que mène l'Institut national de l'économie circulaire. Nous avons une mission sur la question de la commande publique, comment elle peut être un levier formidable, on l'a vu avec notamment la ville de Maloney, que ça transforme le modèle, tant citoyen, énergétique, économique, ça amène de la résilience. Et une question que j'ai pas eu le temps de poser, il y a aussi de la valeur ajoutée qui a été très probablement inscrite dans le territoire de la ville de Maloney, c'est comment on réhabilite nos paysages. La France est quand même le plus beau pays du monde. Et il a été plus ou moins, elle a été plus ou moins balafrée par différentes interventions au cours du XXe siècle, certaines nécessaires, quand je pense à toute l'électrification, mais qui peut aujourd'hui rentrer dans une nouvelle ère de rendre encore plus beaux nos paysages et donc créer encore plus de valeur à nos territoires. Et qui dit plus de valeur, eh bien dit plus de résilience. Voilà la trajectoire dans laquelle nous devons nous inscrire. La conclusion, c'est autoconsommation, c'est une approche territoriale de résilience
Nous avons les outils, nous avons les acteurs. Reste aux parlementaires, au pouvoir politique de libérer tout ceci. Il y a eu beaucoup de questions sur ce thème d'ailleurs dans le chat de l'émission. Merci beaucoup François-Michel Lambert d'avoir été avec nous. Merci Pierre Gellman, merci aux équipes ici qui ont travaillé sur la préparation de cette émission. Riche d'échanges, c'est ce qu'on attendait. Oui, tout à fait. J'espère que nous avons montré que ces projets de faire communauté, ils devaient forcément s'appuyer sur au moins 3 piliers. Un projet politique, un projet de territoire, un projet citoyen, un cadre juridique parlementaire adapté, et puis beaucoup d'innovation, beaucoup d'expertise. Je lis beaucoup François-Michel Lambert. Il y a exactement 3 ans, c'était le 2 mars 2018, il avait signé avec un certain nombre de collègues parlementaires une tribune, le compteur communicant, un outil majeur au service de la transition énergétique pour intégrer les ENR. À l'époque, il y avait 8 millions de compteurs posés. Aujourd'hui, il y en a 30 millions. À la fin de l'année, il y en aura 35 millions. Il n'y aura pas 35 millions de communautés énergétiques. Mais ce que j'espère, c'est que cette émission, elle a montré qu'il y avait une dynamique qui était en cours. Et moi, je peux vous assurer que Enedis sera aux côtés de cette dynamique et certainement la facilitera. En tout cas, merci David. Merci, c'est ce qu'on a tenté de faire en 1h15 aujourd'hui dans le cadre de ces assises européennes de la transition énergétique. Merci beaucoup Pierre Gellman de nous avoir reçus ici sur Enedis TV.